D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision super clinique, presque mathématique en fait. Oui, c'est le domaine de la biologie pure, de l'ingénierie. Exactement. Quelqu'un se casse le bras, la radio affiche une belle ligne blanche bien nette sur un fond noir, et le médecin peut dire avec une certitude absolue, le problème il est exactement là. C'est rassurant, c'est vrai. On adore quand c'est visible et étiqueté. Ah mais on adore cette clarté. Ouais, On aime ranger les choses dans des petites cases indiscutables. Sauf que, et c'est là que ça se corse, dès qu'on quitte les eaux pour s'aventurer dans la personnalité, les habitudes ou la nature humaine, tout simplement, cette belle machine à rayons X, elle vole complètement en éclats. c'est clair. Le paysage devient tout de suite hyper flou. Il y a des nuances psychologiques partout, et plus rien n'est blanc ou noir. Voilà. Et c'est justement ce qui rend l'humain si complexe, non? Mais carrément, nos motivations, nos émotions, tout ça, ça refuse obstinément de rentrer dans des cases. D'ailleurs, la psychologie moderne, elle passe son temps à nuancer. On parle de spectre, de continuum, plus du tout de catégories rigides. Et pourtant, dans notre exploration d'aujourd'hui, on va passer au crible un manuel historique qui prend toute cette belle complexité et qui la jette, mais alors joyeusement, par la fenêtre. Ah, ça, on peut le dire, ils n'y vont pas de main morte. C'est un ouvrage de 1921. Ça s'appelle Comment analyser les gens au premier coup d'œil, How to Analyze People on Sight, écrit par Elsie Lincoln Benedict et Ralph Payne Benedict. Et leur postulat, il est d'une audace, franchement, c'est vertigineux. Oui, parce que pour eux, lire le caractère d'un parfait inconnu, ça devrait être aussi simple que de lire le journal du matin. C'est ça, genre on regarde la forme de sa mâchoire, l'inclinaison de ses épaules ou ses mains, et hop, on connaît ses secrets les plus intimes. C'est ce qu'ils appellent l'analyse humaine avec des majuscules. C'est un système hyper rigide qui divise toute l'humanité en 5 types biologiques bien distincts. Et il relie tout ça, l'apparence physique, la carrière, et même, et on va en parler parce que c'est fou, la compatibilité amoureuse. Oui, tout est dicté par l'architecture corporelle. Bon, avant de plonger là-dedans, je pense qu'il faut vraiment poser un cadre très strict pour ceux qui nous écoutent. Absolument, c'est indispensable. On parle d'un document qui a plus d'un siècle. Les concepts, ils sont profondément déterministes. Ça fige les gens dans des destins biologiques inévitables. Et notre but ici, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, de valider ces visions scientifiquement ou de les cautionner. Non, bien sûr que non. La démarche, elle est purement exploratoire, en fait. Voilà, c'est une capsule temporelle. On va regarder ça avec curiosité et avec une vraie impartialité pour voir comment, au début du XXe siècle, certains essayaient de donner un sens à la diversité humaine via l'évolution. C'est ça. C'est fascinant de voir comment une époque essayait de rationaliser l'imprévisibilité de l'humain en s'accrochant à des marqueurs physiques tangibles. Alors, entrons dans la mécanique de cette fameuse théorie. Avant même de donner les 5 types, le livre pose une base biologique sur la survie et l'adaptation. Et il y a cette métaphore, moi je la trouve brillante, avec l'armoise. Ah oui, la petite plante du Nevada. Exactement. C'est un petit buisson dans le désert, et l'armoise, elle n'a pas de jambes, elle ne peut pas fuir la chaleur ou chercher de l'eau. Donc pour survivre, elle doit modifier sa propre structure interne pour s'adapter à l'aridité. Et la logique des auteurs, c'est que l'être humain obéit exactement à la même loi implacable de la nature. Sauf que notre environnement à nous, c'est pas le désert. Notre environnement le plus menaçant aujourd'hui, c'est les autres êtres humains. Et cette adaptation sociale permanente, elle laisserait des traces physiques indélébiles. C'est ce qu'ils appellent la loi de la taille, pour développer un organe de façon disproportionnée, si c'est pas pour s'en servir intensivement. Donc si un truc est grand chez nous, c'est qu'on s'en sert beaucoup. Voilà. Si une caractéristique physique est hyper proéminente, ça veut dire que c'est le système dominant de la personne, et ce système, il va dicter tout son comportement. Il y a l'exemple de la mâchoire qui est super parlant dans le texte. Ils disent que nos ancêtres qui survivaient, c'était ceux qui pouvaient mordre et se battre avec férocité. Oui, le combat physique pur et dur. Donc à force de se battre pendant des millénaires, ça a sculpté des grandes mâchoires. Et la conclusion du livre, c'est que si une personne naît aujourd'hui avec une grande mâchoire carrée, elle n'a pas juste un trait esthétique. Elle hérite carrément de la mécanique du combattant. C'est ça, l'instinct bagarreur est encodé dans l'os. Et pour les auteurs, on est tous avec un système dominant. Digestif, circulatoire, musculaire, osseux ou nerveux. Et ça change jamais. Jamais. L'évolution a fusionné le contenant et le contenu, en fait. Le corps, c'est la manifestation visible de l'esprit. J'adore l'analogie qu'ils utilisent avec les voitures. Naître avec une certaine physiologie, c'est comme recevoir les clés d'une bagnole à la naissance. Tu peux avoir une petite forte, robuste,
ou une luxueuse Pierce Arrow. Et le pire drame, selon eux, c'est de passer sa vie à essayer de transformer la Ford en Pierre Sarrault. Ce qui est impossible. Faut juste apprendre à conduire le modèle qu'on a. Mais, et là, je fais l'avocat du diable 2 secondes. En ingénierie, on peut très bien cacher un moteur de Formule 1 sous la carrosserie cabossée d'une vieille berline. Juger le moteur juste en regardant le capot, c'est pas hyper réducteur? Si, complètement. C'est la critique évidente de tout système déterministe, mais la réponse du livre, c'est que la nature, contrairement à un mécanicien un peu excentrique, elle fait pas d'erreur d'assemblage. Elle met pas un gros moteur dans un châssis fragile. Exactement. L'environnement a forgé l'organisme, donc le capot représente parfaitement et infailliblement la mécanique interne. Bon, alors ouvrons le premier capot. Le premier type, logiquement, il est lié à la survie de base, donc au système digestif. C'est le type alimentif, ou le bon vivant. Oui, là, l'estomac règne en maître absolu. Physiquement, l'alimentif, il est tout en rondeur, fait pour stocker. Visage de bébé, des fossettes et des toutes petites mains par rapport au reste du corps. Le livre dit même qu'ils débordent de leurs chaises et portent des vêtements amples. Le confort, c'est leur religion. La nourriture riche, les matelas moelleux, et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, ils fuient les conflits. L'effort physique intense, ils détestent ça. Et pourtant, c'est pas des marginaux. Non, c'est ça qui m'a scotché. Le livre affirme qu'ils font les meilleurs politiciens du monde ou les meilleurs chefs d'entreprise. Parce que, comme ils détestent bouger, ils excellent dans l'art de déléguer et de convaincre les autres de faire le boulot à leur place. Ils sont super affables, tout le monde les aime, et la mécanique derrière, tu disais, c'est la conservation de l'énergie. Oui, tout s'explique par là. Éviter une dispute philosophique, c'est pas de la lâcheté pour eux, c'est une stratégie de survie. Ça brûle des calories pour rien. Pourquoi s'énerver quand on peut juste être bien assis, quoi? Par contre, le texte les appelle les bébés de la race humaine. C'est un peu condescendant, non? C'est clair que ça heurte un peu nos oreilles modernes. Mais dans leur théorie, c'est juste chronologique. Le système digestif, c'est le premier à s'être développé chez les organismes primaires. Donc c'est l'étape de base de l'évolution. Voilà, c'est pas une insulte morale, c'est une position sur leur échelle évolutive. Mais bon, stocker de l'énergie, c'est bien beau, sauf quand un prédateur t'attaque. Là, la nature a dû inventer une autre machine. Le deuxième type, conçu pour brûler. Le thoracique, ou le sensationnel. Là, on passe au système respiratoire et circulatoire, le cœur et les poumons. Et ça se voit comment physiquement? Une grande cage thoracique bien développée pour les gros poumons. Un teint souvent rougeâtre, fleuri, et une taille plutôt fine et longue. Souvent roux d'ailleurs, selon le livre. Ah oui, le détail des cheveux roux. Et la mécanique, elle est géniale. Grand poumon égale sang hyper oxygéné, pompé très vite par un cœur puissant. Ce qui donne un pouls ultra rapide. C'est des gens avec le système nerveux à vif. Ils s'enflamment pour un rien. Le livre dit que c'est les papillons sociaux. Ils adorent le théâtre, la mode, l'adrénaline. Ils veulent être sous le feu des projecteurs. L'alumentif absorbe, le thoracique réagit. C'est le violon avec les cordes tendues à fond. Ça craque à la moindre brise. Ça veut dire qu'ils ont un tempérament volcanique. Explosif. Ils se mettent en colère en un quart de seconde. Mais, et c'est la subtilité, ils pardonnent hyper vite. Ah oui, parce que la rancune, ça demande de l'énergie et ils l'ont déjà toute cramée dans l'explosion de colère. Exactement. Ils brûlent leur carburant instantanément. Donc, on a les alimentifs qui gèrent confortablement le monde et les thoraciques qui font le show. Sauf qu'une société, ça se construit pas juste avec des managers et des acteurs. Faut des gens pour poser les briques. Et c'est là qu'intervient le troisième type, le type musculaire, le bâtisseur. Alors lui, c'est le règne du carré. Tout est carré. La mâchoire, les épaules, les mains avec des doigts spatulés, donc larges et plats au bout, fait pour forger et saisir la matière. Le cou épais comme un tronc d'arbre. C'est un corps pour l'impact, pas pour le repos. C'est ça, le manuel insiste sur un truc. L'inactivité physique les rend littéralement malades. Leur corps produit trop d'énergie mécanique. Faut que ça sorte. Ce sont les artisans, les travailleurs. Et psychologiquement, ils sont décrits comme profondément démocratiques, non? Oui, parce qu'ils détestent l'abstrait. Le snobisme, les hiérarchies complexes, pour eux, c'est des contorsions mentales inutiles. Ils jugent sur la solidité. Et apparemment, c'est les défenseurs des opprimés. Ils n'hésitent pas à utiliser leurs poings pour rétablir la justice. Mais cette force brute, elle a besoin d'une encre. Si l'action pure n'est pas restreinte, elle détruit tout. Il faut un frein, une force d'inertie. Et ça, c'est le quatrième type. Le type osseux, le pilier de la société. Le squelette dominant. Visuellement, c'est peut-être les plus faciles à repérer.
Très grand, anguleux, le visage oblong. Des grosses articulations très visibles. Moi, la première image que j'ai eue en lisant ça, c'est la fondation en acier d'un gratte-ciel. C'est une excellente métaphore. C'est pas la partie la plus jolie, c'est souvent caché et froid, mais aucune tempête ne peut faire plier ce truc-là. Mais comment le livre explique le lien entre avoir des grands os et être, disons-le, têtu comme une mule? Ça vient de la nature même de l'os. C'est le tissu le plus dense et le moins malléable du corps humain. Il plie jamais. Non, il se brise si la pression est énorme, mais il plie pas. Et l'esprit de l'osseux calque cette rigidité. Face au changement, c'est non par défaut. Ça m'a fait rire la façon dont ils détaillent cette rigidité. Ils disent qu'un type osseux peut porter la même veste pendant 10 ans. Oui, et ils économisent le moindre centime jusqu'à devenir presque avares. Ils lisent le même journal pendant 50 ans sans jamais changer d'avis. C'est la constance absolue. Mais le livre admet quand même que sans ces piliers, la société partirait dans tous les sens avec les thoraciques. Bien sûr, des sons le balancier géant qui empêche le monde d'aller trop vite. Bon, on a vu l'assimilation, la réactivité, l'action et l'inertie. Des trucs très physiques. Mais il reste un dernier système, et c'est celui qui parasite un peu les autres. Le système nerveux. Et ça donne naissance au 5e type, le cérébral, le penseur. Visuellement, c'est la disproportion totale. Le livre décrit une tête énorme par rapport à un corps tout petit, presque frêle. Avec un grand front pour loger un cerveau surdimensionné. Et des mains super délicates, incapables de faire un travail lourd. Toute l'énergie est aspirée par les neurones. Et le texte donne plein d'exemples historiques. C'est à la fois magnifique et tragique, honnêtement. Hein. Ah oui, il cite Samuel Morse, l'inventeur du télégraphe. Oui, Morse, qui passait pour un fou auprès des types musculaires de son époque. Il restait assis sous son arbre à réfléchir sans rien produire de concret dans l'immédiat. Ou l'anglais avec ses avions et Bell avec son téléphone. Ce sont de visionnaires, mais en décalage total avec leur monde. Parce qu'ils oublient de vivre, en fait. L'activité mentale prend tellement de place qu'ils oublient les fonctions de base. Oublier de manger, pour un alimentif, c'est de la science-fiction. Mais pour le cérébral, l'estomac, c'est juste un détail ennuyeux. Gérer ses finances, choisir des vêtements assortis, c'est hors de portée pour eux. Il y a une phrase, mais alors hyper brutale dans le livre. Ils disent, en gros, ceux qui agissent sans penser finissent en prison, et ceux qui pensent sans agir finissent à l'hospice. C'est terrible, mais ça résume bien leur vulnérabilité face au monde matériel. T'es capable de conceptualiser le futur de l'humanité, mais t'es un foutu de t'en rappeler où t'as mis ton portefeuille le matin même. C'est fou. Bon, alors, avec ces 5 types tellement opposés, la vraie question c'est comment ils font pour cohabiter? Ah, la cohabitation. Et c'est là qu'on arrive à la section sur le mariage. Et là, le déterminisme du livre atteint son apogée. Ils sortent une statistique de l'époque qui fait réfléchir. 70% des divorces. Ils affirment que c'est pas à cause de grandes trahisons morales ou de divergences politiques profondes. Non. 70% c'est à cause de l'utilisation du temps libre. Les loisirs, c'est le grand destructeur de couple selon eux. C'est ça. Comment on passe nos dimanches, en gros. Et la logique derrière, elle est implacable. Oui, parce qu'au travail, on porte un masque. La survie sociale nous oblige à nous adapter. Un thoracique va rester sagement assis à un bureau pour gagner sa vie. Mais le week-end, le masque tombe, la pression se relâche et la biologie reprend ses droits avec une urgence totale. Et c'est pour ça qu'ils disent que l'attirance des premiers rendez-vous, c'est un piège mortel. Le petit sourire, les conversations brillantes, c'est juste le masque. Une fois que la routine s'installe, l'os ou le système digestif prend les commandes. D'où leur fameuse loi du bonheur conjugal. C'est hyper spécifique. Faut épouser quelqu'un dont le premier type biologique, le type dominant, est exactement le même que le sien. Un thoracique avec un thoracique. Comme ça, les deux ont besoin d'aller au théâtre et de brûler de l'adrénaline en même temps. Mais parce qu'il y a un mais, pour que la maison ne s'effondre pas, le deuxième type de chaque partenaire doit être différent. Pour compenser les faiblesses, exactement. Donc le mythe romantique qui dit que les opposés s'attirent. Pour eux, c'est une hérésie biologique. C'est le crash assuré. L'exemple qu'il donne est génial. Imagine un cérébral pur, marié à une alimentive. Le dimanche, le cérébral a un besoin viscéral cellulaire d'être seul dans le silence avec un livre hyper complexe. Et l'alimentive, gouvernée par son besoin de confort et de chaleur sociale, elle veut organiser un immense repas avec 12 invités. Et le pire, c'est qu'aucun des deux ne fait exprès d'être chiant. Ils obéissent juste à leur système nerveux ou à leur estomac. C'est l'incapacité physiologique de s'adapter aux loisirs de l'autre qui crée un vide énorme.
Et selon le manuel, c'est ce vide qui mène directement au fameux triangle amoureux. C'est hyper cynique, ou clinique plutôt, comme vision. En gros, le succès dans la vie ou en amour, c'est d'accepter brutalement sa propre mécanique. Faut pas forcer sa nature. Voilà. L'alimentif délègue. Le thoracique fait le spectacle. Le musculaire agit. L'osseux préserve. Et le cérébral pense dans son coin. Bien sûr, aujourd'hui, on va pas prendre ça pour de la vraie science. Ah ça non, surtout pas, hein. Mais ça reste fascinant de voir comment ces pionniers essayaient de trouver des grilles de lecture pour expliquer l'échec amoureux ou pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres. On a toujours eu ce besoin de mettre de l'ordre dans le chaos humain. Mais du coup, en lisant tout ça, je me suis fait une réflexion finale. Ça m'a vraiment frappé. Ah, je t'écoute. Le livre martèle que le bonheur n'existe que si un organisme évolue dans un environnement propice à sa mécanique. Jusque-là, ça se tient. Mais si on projette ça aujourd'hui, au XXIe siècle, pense au bureau moderne, au monde ultra connecté. La société exige de presque tout le monde de rester assis 8 heures par jour devant un écran à traiter des concepts abstraits, des emails, des données virtuelles. C'est vrai. En gros, le monde du travail demande à tout le monde d'être un cérébral. Exactement, tout le monde doit jouer au pur cérébral. Et si leur théorie a une once de justesse sur le besoin mécanique du corps, ça veut dire que l'environnement de travail moderne, c'est une aberration biologique totale pour la majorité des gens. Ah ouais, l'implication est énorme. Forcer un type bâti pour le mouvement intense, comme le musculaire, à rester paralysé sur une chaise toute la journée. Ou un thoracique volcanique à se taire devant un tableau Excel, hein. C'est la friction parfaite. Ça explique beaucoup de choses sur notre époque, en fait. C'est clair qu'on peut se demander si l'épidémie de burn-out, de stress chronique ou la perte de sens au travail, c'est pas tout simplement notre architecture corporelle étouffée qui se venge. Des millions d'alimentifs, de musculaires et de thoraciques qui portent un masque épuisant tous les jours. C'est une idée super puissante à garder en tête la prochaine fois qu'on se sent inadapté à un boulot. C'est peut-être juste notre carrosserie qui proteste. C'est une excellente conclusion. On n'arrivera jamais à lire l'humain avec la simplicité d'une radio médicale, c'est sûr. Mais analyser ceux qui ont essayé de le faire il y a un siècle, franchement, c'est l'un des meilleurs moyens de réfléchir à qui on est aujourd'hui.